Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Géopolis. Il y a 33 ans, le 6 novembre 1982, Paul Biya accédait à la magistrature suprême de la République du Cameroun. Depuis lors, il n'a plus quitté la présidence de la République, enregistrant ainsi le plus long bail à la tête de l'État du Cameroun depuis son accession à l'indépendance en 1960. Dans ces conditions, comment doit-on percevoir aujourd'hui le bilan de celui qui dirige le Cameroun? En outre, au chapitre des perspectives, que faut-il encore attendre de sa part? Va-t-il se représenter par exemple en 2018 lors de l'élection présidentielle ou alors va-t-il à contrario passer la main? Telles sont nos préoccupations ce soir. Deux invités nous font l'honneur de prendre part à ce débat. Bonsoir, Monsieur Simon Mayanga. Bonsoir Guy Zogo, je salue tous les téléspectateurs de Equinox TV et surtout de votre émission Géopolis que je découvre avec plaisir. Alors je rappelle que vous êtes cadre du comité central du RDPC. Tout à fait, en service à la direction des organes de presse, de l'information et de la communication. Alors à vos côtés, professeur Jean Takougan, bonsoir. Bonsoir Guy Zogo. Vous êtes cadre du Social Democratic Front, SDF. Tout à fait. Alors vous vous occupez de quoi précisément? Je m'occupe de l'éducation et de la formation. Voilà. Je vous remercie de m'avoir invité. Je vous connais depuis très longtemps, mais je ne savais pas que Equinox savait que j'existais. Bien sûr, nous savons que vous existez, et pour cela que nous faisons appel à vous. Ah, voilà. Alors, pour commencer ce débat, est-ce que Monsieur Simon Mayanga, 33 ans, ce qu'on entend le plus dans l'opinion, ça fait long, mais est-ce qu'il est facile de faire un tel bilan de 33 ans? Ben c'est difficile et c'est facile à la fois. C'est vrai que ça fait long pour certains, mais c'est très peu également si on voudrait faire un bilan à l'échelle d'un pays. Mais puisque vous m'imposez un bilan, je n'avais pas l'intention de me verser dans un bilan, mais on est obligé de faire un bilan lorsqu'on totalise 33 ans à la tête de l'État. Je voudrais préciser que c'est 33 ans, pas de dictature, mais 33 ans de démocratie. C'est ce que nous, au RDPC, en tout cas, le bilan que nous en faisons. 33 ans de démocratie, 33 ans de progrès, malgré quelques écueils, malgré les insuffisances. Il y a toujours mieux à faire. On pouvait faire mieux, on peut toujours faire mieux. Mais nous, au RDPC, nous avons de quoi nous satisfaire. Nous allons certainement entrer dans les détails du bilan tout à l'heure, mais je pense que c'est long, si on veut, au goût de certains, mais c'est peu, en fonction des chantiers, en fonction de d'où on part et des défis qu'il y a dans la construction d'une nation comme la nôtre. Alors, Jean Takougan, 33 ans, il y a de la matière pour trouver à dire. Oui, s'il faut répondre en une seule phrase, quand on me dit que c'est 33 ans de démocratisation, je veux dire que 33 ans de freinage contre la démocratie. Puisque vous savez très bien ce qui s'est passé en 1990. Vous connaissez les marches que le RDPC a faites contre le multipartisme, les messes œcuméniques. Vous connaissez la prison de Yondobla et Kani parce qu'il voulait créer un parti politique. Je suis très surpris d'apprendre aujourd'hui que les victoires du peuple se transforment en cadeau de quelqu'un qui est là depuis 33 ans. Je suis très surpris qu'on me dise que 33 ans c'est peu, parce qu'à partir du moment où l'homme ne vit pas éternellement, vous ne pouvez pas être à la tête d'un pays et demander qu'on vous donne 100 ans pour travailler, parce qu'après 33 ans, vous dites toujours qu'il vous faut du temps pour travailler. Si l'homme savait qu'il devrait vivre 1000 ans, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas encore inventé le vélo. Parce que vous savez que si vous partez d'ici pour Kousseri, vous marchez à pied pendant 20 ans, vous pouvez marcher à pied 20 ans pour rentrer, vous aurez fait 40 ans, mais il vous reste encore 960 ans à vivre. Mais l'homme est fragile, quelqu'un fait 33 ans à la tête d'un pays, il vous dit toujours laissez-moi du temps. On n'est pas éternel, le temps n'est pas seulement pour lui. Il est vrai qu'au RDPC, on a créé le temps du président. Lorsqu'on pose un problème, on dit le temps du président n'est pas le temps du peuple. Et cela veut dire qu'on est en train de parodier la Bible. C'est le temps de Dieu. Oui, l'allégorie des vierges folles et des vierges sages. Les vierges folles qui n'avaient pas mis suffisamment de pétrole dans leur lampe pour attendre le Seigneur. Le Seigneur est venu quand leur pétrole était fini. Et la conclusion, c'est que veillez et priez
car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc quand les Camerounais posent un problème, on dit non, M. Paul Biya va résoudre, veillez, attendez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais c'est bien ce qu'on voit, c'est souvent lui qui est le Deus Machina. Justement, mais et ce n'est pas comme ça que ça se passe dans une démocratie. Dans une démocratie, il y a quand même une certaine collégialité. Tout le monde ne s'accroche pas au président de la République. Lorsqu'on confisque les primes des joueurs, il faut le président. Lorsqu'on proclame des résultats à l'IRIC, il y a les fraudes, il faut que le président vienne intervenir. Prochainement, quand une marmite va brûler dans une cuisine du RDPC, on va appeler le président pour venir intervenir. Mais ce sera encore dans le RDPC. Oui, mais ça veut dire quand même que c'est une déification d'une personne et ça ne se passe pas comme ça dans une démocratie. Même notre démocratisation est en très mauvaise marche. Alors, Simon Mayanga, le président de la République a dit à Yves Mourouzi, c'était en 1990, lors d'une interview, qu'il voudrait qu'on garde de lui l'image de celui qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. Est-ce que vous croyez que 33 ans après aujourd'hui, lorsqu'on parle du bilan du président Paul Biya, on peut se risquer à dire qu'il y a la démocratie et la prospérité au Cameroun? Logiquement, oui. Permettez que avant de répondre à votre question, hein, j'aime bien la caricature utilisée par Jean Takougan. D'accord, il a parlé de Yondo et les autres, ça fait partie des balbutiements des débuts. Hein. C'est vrai qu'il y a eu ça, mais c'est loin derrière nous, ça fait partie de notre histoire. Je suis heureux de voir que les démocraties qui sont centenaires sont à suivre. Edward Snowden, qui est obligé de se cacher, n'est-ce pas? Parce qu'il a fait usage de ce que nous avons tous de plus cher, la liberté. Donc, ce n'est pas toujours un acquis, mais nous avons une histoire qui fait qu'aujourd'hui, 33 ans après, nous avons évolué. Nous sommes partis de quelque part, enfin, de -0, nous sommes à un chiffre positif. Parlant de la démocratisation, je pense que nous sommes dans un processus parachevé. Je voudrais qu'on parle de démocratie aujourd'hui. Parce que nous avons quand même cheminé, il est là. S'il peut dire ce qu'il dit là, je pense qu'il a un vécu. Et de manière honnête, il peut faire l'analyse, faire une analyse comparée des deux régimes, l'ancien régime et le renouveau, pour dire si on a évolué du point de vue de la démocratie ou pas. Je sais qu'il dira oui, parce que les faits sont têtus. Il y a une ouverture démocratique, c'est la volonté de quelqu'un, d'un homme. Il y a une expression, une liberté de parole, donc la parole a été libérée. Avant, il ne pouvait pas dire ce qu'il dit là. Aujourd'hui, on peut le dire, on peut même insulter le président. Ouais, il y a certains qui peuvent le déifier, il y a d'autres qui peuvent l'insulter. C'est ça aussi la démocratie, la différence, etc. Donc, sur le plan de la démocratie, oui, les institutions ont été mises en place, elles fonctionnent normalement. L'Assemblée nationale, elle est pluripartisane, le Sénat, il est pluripartisan, les élections sont organisées, tant bien que mal, elles sont organisées aujourd'hui avant par le ministère de l'administration territoriale. Aujourd'hui, on est à un organe neutre. Après être passé par les expériences de ONEL 1, ONEL 2, aujourd'hui on a un organe beaucoup plus neutre avec l'intégration dans le processus de toutes les parties prenantes aux élections. Et c'est à partir de la commission d'établissement des listes électorales. Aujourd'hui, nous avons la biométrie qui fait son entrée dans le système. Nous venons de loin. Et nous avons progressé sur le plan de la démocratie. Même sur le plan du progrès, je n'ai pas le honte de dire que nous sommes fiers du saut qualitatif que nous avons fait sur le plan du progrès au Cameroun depuis 1982, dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, mis à part les défis en tant que demande, mis à part les défis en tant que besoin, parce qu'il y a toujours... Oui, sur ce terrain de la démocratie, par exemple, la question électorale, vous savez qu'elle divise toujours, M. Mayanga. Mais dans tous les pays, la question électorale divise. On fait le reproche quand même que le RDPC n'est pas, par exemple, pour un deuxième tour à l'élection présidentielle. On aurait pu déjà être... Ce n'est pas une affaire du RDPC, c'est une affaire de la majorité des Camerounais. Je voudrais dire à Jean Takougan que le président Paul Biya n'est pas là depuis 33 ans par pitié. Non, il n'a jamais dit « pardon, donnez-moi quelques temps encore ». Donc vous reprenez ce qu'il a dit à c'est une volonté de la majorité des Camerounais. Et le premier principe en démocratie, c'est au moins le respect du verdict des urnes, le respect du choix de la majorité. Même si la minorité n'est pas satisfaite, mais aujourd'hui, la majorité, et les faits sont têtus, sont là pour
Paul Biya n'est pas à la tête de l'État à la suite d'un coup d'État, à la suite d'un coup de force. Il est là de la part de la volonté du peuple camerounais, donc qui est majoritaire. Est-ce que vous comprenez... Vous ne pouvez pas faire 33 ans si le peuple n'est pas d'accord avec vous. Voilà, oui, Voilà. oui. Est-ce que vous comprenez ces Camerounais qui disent que finalement ça ne sert à rien d'aller voter, bon, on connaît déjà les résultats? Est-ce que ce n'est pas un problème? Non. Est-ce que cela ne dénote pas de ce que les élections ne sont vraiment pas transparentes? Non. Du fait du RDPC, on Non, va dire. non, non, pas du fait du RDPC. Oui. Les partis politiques concourent tous à l'expression du suffrage. Oui. Il est normal que l'opposition veuille accéder au pouvoir par les moyens légaux, c'est-à-dire les mécanismes légaux de la démocratie et du fonctionnement d'un État démocratique et moderne. Il est normal également que le RDPC, lui, veuille conserver son pouvoir par des moyens légaux. Et les seuls moyens qui vaillent, les seuls moyens légaux qui vaillent aujourd'hui, c'est des urnes. Sinon, c'est le chaos. Et on a vu que pendant 33 ans, le Cameroun a réussi, tant bien que mal, à faire non seulement à pénétrer au sein de l'opinion un apprentissage démocratique, mais ce qui est plus valable également, l'acceptation du verdict des urnes. Donc le peuple choisit, les mécanismes peuvent être questionnés parfois, mais de regarder le bilan, le chemin par lequel nous sommes passés, le bilan est quand même positif. Donc on ne peut pas dire que le RDPC s'est maintenu, en tout cas le candidat du RDPC, puisqu'on parle du président de la République, s'est maintenu au pouvoir de par la tricherie. Non. Le RDPC, il travaille, il continue à travailler. Et vous savez que la première élection démocratique en 90, dont il a fait, qu'il a évoqué tout à l'heure ici, le RDPC s'est fait peur. On s'est fait peur. Mais après, on a retenu la leçon au RDPC. Alors oui, vous parlez de cette élection législative de 92. Voilà, 1992, je veux dire. 92. Mars 92. Alors, il y a eu quand même que le RDPC n'avait pas de majorité. Nous n'avons pas. Le RDPC n'a pas eu la majorité absolue. Oui, la majorité Donc, absolue. il y a eu une majorité relative. Mais et le RDPC a dû composer des alliances pour survivre, pour vivre. Mais on dit donc que c'est à partir de là, d'aucuns disent que c'est à partir de là que la machine de la fraude a été non, pas toujours. Vous savez, perfectionnée vous savez le problème, c'est si vous dites que le RDPC ne gagne que par la fraude, c'est une injure. D'abord une injure non seulement au travail formidable de terrain, parce que le RDPC a su tirer les leçons de la presque échec, hein, du presque échec de 92. Hein, on a tiré des leçons, on s'est dit mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut travailler. C'est pour ça que vous allez voir que vous avez suivi l'histoire du RDPC, il y a eu beaucoup de travail de terrain, démocratie, de proximité, etc., encadrement des militants, multiplication des structures de formation et d'encadrement du parti. Nous, on a travaillé. On a travaillé, les autres travaillent à la veille des élections. Ah bon. Mais nous, on travaille de manière permanente. Les Camerounais ne sont pas dupes. Et puis, il faut vous dire, en 90, depuis 90, la volonté du changement a été réelle. Également, parce que tous les changements, on pense que tous les changements sont bons. Et puis, on a bien vendu l'illusion au peuple. Il s'en est rendu compte. Il s'en est rendu compte. Il s'en est rendu compte parce que, non seulement... on ne peut pas dire que le RDPC s'est maintenu par la tricherie, parce qu'également, le RDPC, lui, l'a travaillé. Pendant que l'opposition est restée divisée, on vous dira encore que si l'opposition est restée divisée, c'est à cause du RDPC, c'est infantiliser l'opposition camerounaise. C'est penser qu'à l'opposition, c'est des grands bébés, c'est des grands enfants là-bas. Non, nous on a travaillé et le problème, c'était un problème de leadership. Vous avez connu toutes les dénominations que les regroupements de l'opposition ont prises depuis 90, l'Union pour le changement, la coalition pour la reconstruction du Cameroun, etc. Et puis quand il fallait choisir, on a dit au peuple, on vous apporte un candidat unique. On n'a jamais vu le candidat unique de l'opposition depuis 1990. Alors, la faute à qui? Là, c'était sur le plan de la démocratie. Voilà. Alors, Jean Takougan, sur le plan de la démocratie, Simon Mayanga explique que l'opposition était divisée, elle ne s'est pas entendue. Elle continue d'être divisée. Et que le RDPC a travaillé pendant que l'opposition apparaissait pour attendre la veille des élections pour se souvenir, pour venir se présenter devant le peuple. C'est ce qui justifie peut-être les 33 ans de Paul Biya au pouvoir aujourd'hui. Je vais dire quelques mots. Quand on parle du renouveau, il n'y a jamais eu de renouveau. Le RDPC tel qu'il est là aujourd'hui n'a jamais été préparé ni pour la démocratie, ni pour autre chose qui lui ressemble. Lorsque le RDPC est créé, c'est l'UNC qui convoque le Congrès. On arrive à ce Congrès, on a l'impression qu'on va avoir une affaire de rupture. Mais qu'est-ce qu'on fait? On dit l'UNC change de nom et devient le RDPC.
Vous dites que c'est une entorse alors? Non, attendez, je termine. Oui. On reconduit donc l'idéologie de l'UC-UNC, on reconduit le personnel, on reconduit le patrimoine, on reconduit les méthodes. Et maintenant, on freine de tous les faits parce qu'on n'est pas préparé. On a été moulé dans la matrice du parti unique et on ne peut pas changer. C'est pour ça que lorsqu'on trouve quelqu'un qui a envie de créer un parti, on l'arrête pour le mettre en prison. Lorsque nous allons au front pour expliquer que la Constitution du Cameroun dit que les partis et formations politiques concourent au suffrage. Article 3. Et voilà, et donc que le multipartisme était dans notre Constitution, c'est en ce moment-là que les gens se réveillent et disent que non, ce n'est pas parce qu'ils voulaient créer un parti, c'est quelqu'un veut créer un parti, il crée. Maintenant, nous disons pourquoi? Si quelqu'un veut créer un parti, on dit que oui, le SDF sort maintenant avec le parti. Et vous savez ce qui s'est passé. Ça se termine par toute l'armée du monde s'est fondue sur Bamenda pour écraser les gens. Voilà les gens qui prétendent être venus avec la démocratie. On dit que nous sommes divisés. Vous connaissez un parti qui est plus divisé que le RDPC? Lorsque vous avez un parti qui a tous ses plus hauts cadres en prison, 5000 cadres en prison, vous êtes en train de dire qu'il y a un parti qui est plus divisé que le RDPC. Non, monsieur. Mais pourquoi il reste aussi longtemps aux affaires? Non, attendez, je vais vous expliquer une chose. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui est sur le terrain? C'est l'administration qui est sur le terrain. Ce ne sont pas les militants? Non, ce ne sont pas les militants. C'est l'administration. Il m'a parlé des élections transparentes. Il m'a parlé d'accepter les résultats des urnes. On accepte les résultats quand on a préparé les règles du jeu ensemble. Il m'a parlé d'une assemblée qui fonctionne. Il faut une assemblée qui fonctionne. On va pour la loi électorale. Les partis d'opposition apportent 500 amendements. Aucun ne passe. Ça, c'est une assemblée qui fonctionne. La loi de la majorité. Les gens nous disent que l'ECAM est un organe neutre. Oui. Mais ils choisissent les militants les plus fanatiques et les plus zélés du RDPC. Ils les mettent dedans. Quand nous crions, on dit non, ils démissionnent. Mais la neutralité pour une loi, quand on dit que vous choisissez les gens neutres, ils deviennent neutres avant ou ils sont neutres après. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent très bien que ce sont les militants du RDPC. On dit, bon, maintenant, là, comme... Vous voyez quelle grossièreté à la face du monde. On dit que non, on les a choisis, les militants du RDPC. Maintenant que vous vous plaignez, ils démissionnent. Comme si on me demandait maintenant de dire que je n'aime plus ma mère pour avoir de l'argent. Mais dis bien que je n'aime pas ma mère, mais je prends l'argent, je m'en vais lui donner. Je voudrais... C'est bon, mais parce que nous, on avance. Mais on avance. Je ne connais pas un pays au monde où on a baissé les salaires des fonctionnaires. Je ne connais pas. 2 fois. 2 fois. Moi, on m'a amené de 388 000 à 102 000. Oui. Et c'est un pays qui fonctionne. On me dit que c'est un pays qui progresse. Oui. Qui progresse. Oui, c'est vrai quand on fait un bilan. Il y a des gens qui sont du côté de là où la redistribution se fait. Il y a les gens qui sont du côté de la pauvreté et de la misère. Et c'est tout à fait normal que M. Meyanga ne voit son bilan que de ce côté-là, parce qu'il est du côté de la marmite. Oui. Ah bon, il a dit de la marmite. Oui. Vous voulez préciser? C'est ça le problème avec l'opposition. C'est cette dichotomie-là qui fait problème. Être du côté de la mangeoire. Non, le RDPC est au service du peuple. Je voudrais préciser qu'il ne faut pas dans ce débat qu'on fasse amalgame entre le RDPC et Paul Biya et le renouveau. Et le renouveau. Donc, il y a une différence. Il y a un distinguo. Il y a un distinguo. Le renouveau vient en 1982 de par les mécanismes constitutionnels. Il se définit comment? Et le renouveau dit, mes points cardinaux, c'est quoi? Rigueur, et moralisation, démocratisation de la vie politique. On peut là, jusque là. Alors, on peut là. Simon Meyanga. Oui, monsieur Takougan, une question. Oui, vous dites. Ce qu'il dit, n'oubliez pas que la devise de l'UC-UNC, c'était Union, Vérité, Démocratie. Or, lorsqu'on entend Meyanga parler, en ce moment-là, l'UC-UNC, c'était l'enfer. Est-ce qu'on pouvait dire ça? Mais je fais un rectificatif. Parce que ce que M. Meyanga dit, il faut rétablir la vérité. Paul Biya n'est pas au pouvoir depuis 33 ans. Il est depuis 62. Or, lorsque tu es depuis 62 et que tu as occupé tous les plus hauts postes, on ne peut pas venir aujourd'hui nous donner l'impression qu'en 1982, c'était un Deus ex machina qui est descendu du ciel et qui est tombé pour nous apporter la paix, la rigueur, etc. C'est quelqu'un qui est comptable aussi du bilan d'Aïcho. Comme Frundi. Comme Frundi qui démissionne. Frundi qui démissionne de l'UMC. S'il vous plaît. Attendez, Frundi n'a jamais été ministre. Il n'a jamais été secrétaire général. Tout à fait. Suivez.
Paul Biya était le bras droit de Ahidjo. Ne jouons pas avec les images. Donc vous dites comptable, c'est-à-dire, vous dites comptable, notamment pour prendre cette période-là. Vous dites, oui, tout à fait. Il y a eu toutes ces exécutions-là. Il y a eu cela. Oui, il était là, il n'a pas démissionné. Il y a eu Tcholiré, il y a eu Mantoum, il y a Yoko. Vous dites que le président Biya aussi comptable de cela. Il a même revendiqué. Nous parlons. Il a même revendiqué. À quelle occasion? Il est parti à l'aéroport, il dit que nous avons vaincu le maquis. Or, le maquis, nous croyons que c'était les Camerounais qui luttaient contre la France. Or, Paul Biya a dit que j'ai vaincu le maquis. J'ai vaincu les villes mortes et ce n'est pas le Boko Haram. Monsieur Takouga, monsieur Mouyanga a une précision. Le problème justement avec l'opposition, surtout l'opposition SIF, c'est cet excès de caricature. Nous parlons bien de la magistrature suprême. Les mots valent ce qu'ils valent. Les mots ont un sens. Vous ne pouvez pas revendiquer un bilan qui n'est pas le vôtre. Nous faisons, j'imagine, la thématique de votre émission, c'est le bilan des 33 ans du magistère Paul Biya. C'est-à-dire de Paul Biya à la tête du Cameroun, à la tête du pays. Vous le présentez comme un qui est tombé du ciel en 82. J'ai précisé qu'il y a un distinguo entre le renouveau et le RDPC qui arrive en 85, qui est donc un appareil politique au service du président. Vous comprenez? Mais le renouveau, lui, il est antérieur au RDPC, avec les quatre points, les points cardinaux que nous connaissons. Rigueur, moralisation, démocratisation. Et j'annonce que rigueur et moralisation, c'est au progrès de Bafoussa, mais pas Ahidjo. On peut aujourd'hui... de 80, donc Paul Biya n'a pas inventé ça. Personne n'a jamais inventé la poudre. Ah bon, donc tu comprends qu'il est comptable. Et lorsqu'on veut nous emmener des images du genre militant du RDPC qui démissionne pour devenir membre de l'ECAM, oui, une démission égale une démission. Monsieur Frundia a bien démissionné du RDPC pour être président du parti politique. On dit qu'il faut nommer les gens neutres. On dit qu'il faut nommer les gens neutres. Vous allez trouver les anges ou vous êtes neutre? Il n'y a pas de neutre. Pourquoi il n'y a pas de neutre, on prend le RDPC. De toutes les façons. Pourquoi il n'y a pas de neutre, on prend le RDPC. C'est ça la vraie caricature. C'est ça la vraie caricature, M. Mouyanga. Vous ne pouvez pas me démontrer aujourd'hui que les gens qui siègent à l'ECAM aujourd'hui sont du RDPC. Ils sont du RDPC? Non. Ils ne sont pas. Non. Ils ne sont pas du RDPC. Ils sont du RDPC. Non, ils ne sont pas du RDPC. Ils ont démissionné sur le papier. Ils ont pas sur le papier, ils ont démissionné. Ah, vraiment. Ils ont démissionné. Alors, comme M. Frouli a démissionné du RDPC pour aller créer le SDF, c'est une démission qui vaut son pesant d'or. Donc, il y a de bonnes démissions pour le SDF, il y a de mauvaises, en tout cas, des démissions factices pour le SDF également. Donc, il faut savoir. Attendez, je vais répondre. C'est exactement la caricature. Je suis en train de dire que la loi dit qu'il faut choisir des gens neutres. On prend les militants fanatiques et zélés du RDPC. Comment vous jugez leur fanatisme? Quand on les met, lorsque nous crions, on dit qu'ils vont démissionner. Maintenant, on dit que Frundia a démissionné. Qu'est-ce que ça a à faire avec ce que je dis? C'est totalement hors sujet. Frundia n'a pas démissionné pour entrer dans quelque chose. Et quand on dit que Frundia a démissionné, c'est tout à fait normal. C'était l'unique parti qui existe. Le moment où il trouve un moyen, il démissionne et il fait la rupture. Alors que Paul Biya ne fait pas la rupture. Paul Biya fait effectivement la rupture. Je reviens. Il refuse même de changer, de créer son propre parti. Paul Biya fait exactement. Vous êtes en train de nous faire un distinguo entre renouveau et RDPC. Alors, il y a quand même combien d'années qui s'écoulent? 82, 85, ça va faire 3 ans. 3 ans. Et donc, comment on doit comprendre ça? Pour vous, le renouveau, il court jusqu'où? Il continue concomitamment avec le RDPC sur les 33 années? Disons que lorsque le président arrive en 82, il y a un événement malheureux en 84. Oui, tout à fait. Tentative de coup d'État. À peine 2 ans après l'accession à la magistrature suprême du président, il y a une tentative de coup d'État, etc. Et le bilan qu'on fait à Bamenda, dans le discours du président... discours de politique générale. Discours de politique générale. Tout à fait. Fait j'allais dire, une critique sans complaisance de l'UNC à l'époque, qui est resté sans voix. On n'a pas vu l'UNC, le parti qui dit défendre les institutions, qui dit être majoritaire, on n'a pas vu l'UNC, à ces occasions douloureuses-là, lever le petit doigt. Voilà le bilan qu'on fait. Donc, il y a des choses qui n'ont pas marché à l'UNC, et donc, il fallait un nouvel esprit, une nouvelle façon de vivre ensemble, une nouvelle façon de concevoir la politique, etc., qui a fallu donc mettre en place un nouvel appareil politique. C'est ce qui a fait la rupture entre l'UNC et le RDPC, qui devient donc le parti avec, comme pour devise, unité,
progrès et démocratie. Et donc, sur la base de ces choses-là, vous voyez très bien que le RDPC devient l'appareil politique du renouveau qui est venu avec quoi comme idée? Rigueur, moralisation, démocratisation. Mais sur ce coup-là, comment expliquez-vous que le RDPC, en partie peut-être 85, n'ait pas voulu faire l'ouverture démocratique pour attendre 5 ans plus tard en 90 quand la situation s'est davantage corsée? C'est justement à mettre à l'actif de l'homme, Paul Biya. Oui. Parce que il a fait allusion à la marche qu'il y a eu à Yaoundé. C'est des faits historiques qui existent. Il y a eu une marche contre le multipartisme. Tout à fait. Et c'est terminé par une messe à la cathédrale. Tout à fait. Et ici. Donc, il y a eu une marche, mais il y a eu un homme qui a dit, je suis arrivé à la tête d'un État avec un agenda précis. Et lorsque le président Paul Biya fait le congrès. Le 23 juin 90, Madame Zangelé dit, nous ne voulons pas du RDP, du multipartisme, je suis une mère de famille, si on introduit au multipartisme, ça va faire imploser la République. Et Mabazile dit la même chose, et bien lui dit, dans l'après-midi, préparons-nous à la concurrence. Donc c'est un grand geste. C'est un geste, ça ne s'appelle pas une rupture, je ne sais pas quel est le nom, quel est le qualificatif que vous pouvez donner à ça. C'est l'homme, c'est-à-dire, on peut comprendre la peur des gens à l'époque. Hein, on a vu tout ce que ça a apporté, le vent d'Est, on a vu... ça n'était jamais arrivé au Cameroun. La peur du changement, la peur des bouleversements, la peur des dérapages. On peut comprendre ces aînés, la Zangelé, Mabazile, etc. Mais on en est arrivé à franchir le pas grâce à la détermination d'un homme qu'on appelle Paul Biya. C'est des faits historiques. Et vous dites, ok, moi j'ai dit, c'est moi qui monte le cap, c'est moi qui monte la voie. Préparez-vous à une éventuelle concurrence. À partir de ce moment-là, le RDPC n'avait plus qu'à se présenter, à se préparer. Bon, il n'a pas bien perçu le discours du président, au point que les premières élections multipartistes, je voudrais rappeler d'ailleurs que le président avait déjà commencé à initier le RDPC au niveau interne, au choix des candidatures multiples, à des élections municipales, etc., 85, à des renouvellements des bureaux des organes de base démocratiques, etc. Donc c'était un exercice, et Paul Biya avait un idéal démocratique. Et lorsqu'il se rend compte que certains de ses camarades veulent freiner les 4 fers, il leur dit, mais non, mon idéal c'est de faire du Cameroun un pays démocratique, et le président a tenu le cap. Aujourd'hui, on est là. Takougan peut s'exprimer aussi librement, il peut critiquer le président Paul Biya, il peut refuser même aujourd'hui, il peut gommer. Est-ce que c'est pas le contexte, monsieur Takougan, qui favorise aussi tout cela? Oui, mais écoutez, j'aime bien qu'on parle le temps à dire que Takougan peut s'exprimer. Mais combien de personnes sont mortes pour que Takougan puisse s'exprimer? C'était pas un cadeau. Et lorsqu'on me parle de renouveau et de n'importe quoi, on ne change pas le nom du diable pour qu'il devienne un ange. C'était l'UNC. Pourquoi on ne crée pas le RDPC? Pourquoi on dit seulement que l'UNC devient le RDPC? Et on reconduit l'idéologie, le personnel et le patrimoine pour nous dire qu'on a pris l'enfer avec tous les démons et tout son catéchisme. On a changé son nom et c'est devenu le ciel. Non, c'est naïf. C'est naïf de nous faire croire ça. Et voilà quelqu'un qui est venu avec l'idéal démocratique qui, en 2015, fait arrêter des gens qui sont en prison parce que le jour de la fête internationale de la démocratie, ils ont parlé de l'alternance. Voilà quelqu'un qui a toujours eu la démocratie dans sa tête. Voilà ce qui se passe. Non. À chaque fois, on ne peut pas se réunir tranquillement. Chaque jour, ça va devant, on lutte, on obtient ceci aujourd'hui. Demain, ça ne marche pas. Le CPP a eu énormément de difficultés pour faire son congrès. Hein? Le MRC a eu énormément de problèmes pour faire son congrès. On vient, on l'attrape. Il y a la grande parole. Mais tu as eu tout ton temps, non, Meyanga? Tu as même plus de temps que moi depuis son chronomètre. Si, le chronomètre. Non, nous avons justement, nous avons une horloge en face. Je ne pense pas que... Non, nous sommes à égalité, monsieur Takougan. Je pense que tout le monde a... Donc, c'est que je veux dire que... on est au Cameroun. Nous ne parlons pas à des étrangers. Nous faisons un bilan à des Camerounais qui voient, qui vivent chaque jour. Vous venez trouver des gens qui sont dans leur bureau, qui sont dans leur siège et qui sont en train de faire leur réunion. Vous les empêchez de faire leur réunion. Et vous venez à la télévision, crier que non, Takougan peut parler. Takougan peut être un échantillon à Libye. On peut bien laisser Takougan parler pour montrer aux gens que Takougan parle. Mais on boucle tout le monde, ça ne change rien. Et on peut laisser les gens parler, mais sans en tenir compte. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a l'Assemblée.
tout en sachant qu'aucun amendement ne passera à l'Assemblée. On peut dire qu'il y a le Sénat, tout en sachant mais ce n'est plus la caisse de résonance dont parlait Célestin Monga. C'est exactement, c'est même c'est même pire que ça. C'est pire que cela. Bien sûr, mais tu entends, il y a mon propre camarade, il y a mon propre camarade, il y a mon propre camarade, Sonkin, qui a dit l'autre jour que... Oui, Étienne Sonkin. Oui, que si le Sénat doit fonctionner comme il fonctionne là, ça ne sert à rien. Mieux vous le supprimer et prendre cet argent-là pour donner la... Comme le Burkina vient de le faire. Bien sûr. Oui. Parce que vous ne pouvez pas avoir un truc, vous me dites que c'est le législatif. Et l'exécutif nomme 30 personnes dedans. C'est-à-dire c'est l'immixtion de l'exécutif dans le législatif. Et ça veut dire que quoi? C'est une chambre qui bloque tout. Parce que tant que tu n'es pas au pouvoir, tu ne peux pas gagner le Sénat. Parce qu'il y a celui qui est au pouvoir qui doit d'abord nommer 30. Et vous allez vous battre pour les 70. Et vous allez battre. Mais pourquoi il prend d'abord 30? Et il me montre comment ils sont très forts. Mais voilà les gens qui sont très forts. Mais la loi, c'est vous qui l'avez faite. Hein? Vous me dites, je continue. Oui, c'est vrai qu'il gagne les élections, comme il a dit. Au Burkina aussi, on a gagné. 2 semaines après, c'est le même peuple. Ben Ali avait gagné à 90%. Moubarak avait gagné à 90%. C'est le même peuple. Donc il faut de temps en temps se méfier. Le peuple a bon dos. On peut tout mettre sur son dos. On peut monter et descendre. Comme bien sûr, on peut tout mettre sur son dos. Quand vous avez les découpages spéciaux, par exemple, aux législatives, vous regardez le département où vous devez perdre, vous donnez un député. Lorsque vous regardez le département où vous allez gagner, vous donnez les députés selon les points cardinaux. Villa Nord, Villa Sud, Villa Est, Villa Ouest, Villa Centre. Hein? Lorsque vous voyez une région qui a 300 000 habitants et qui a 11 députés. Vous voyez l'autre qui a 3 millions d'habitants et qui a 9 députés. Voilà les découpages. Vous savez que les découpages sont éminemment politiques, vous le savez. Pour montrer que les gens sont très forts. Oui. Voilà les gens qui gagnent les élections, mais qui ne peuvent pas accepter le deuxième tour, qui ne peuvent pas accepter le bulletin unique, qui ne peut pas accepter l'encre indélébile. Lorsque vous touchez un bon aux finances, les bandits vous poursuivent pendant 1 semaine parce qu'il y a l'encre rouge sur votre pouce. Mais le jour des élections, on ne peut pas avoir l'encre sur votre pouce. Voilà les gens qui sont si forts. Parce qu'à la place du RDPC, au-delà de cette arrogance, je disais que faisons les élections à 10 tours. Parce que je suis sûr que pendant que je travaille, les autres dorment. J'allais dire que votre bulletin unique là, on met le bulletin unique. Votre biométrie là, je mets la biométrie intégrale. Elle est comme là. Au lieu de prendre tous mes militants pour mettre là-bas, je dis je mets tous les militants du SDF dedans. Gagnez-moi, on voit. Mais malheureusement, c'est des gens qui sont aussi arrogants, mais qui sont si frileux qu'on leur présente des mécanismes qui marchent très bien ailleurs. C'est ça le vrai. Et donc vous dites que c'est le président Biya qui cautionne tout cela? Mais bien sûr que c'est avec sa machine. Oui. C'est sa machine qui cautionne. Parce qu'ailleurs, normalement, quand quelqu'un est à la tête de l'État et qu'il est à la tête de son parti, pour cesser d'être un chef de clan, pour devenir un chef d'État. Parce que maintenant, si je l'insulte, vous ne pouvez me parler de diffamation. Parce que je vais dire que j'insulte le président du RDPC. Oui. Il ne peut pas me dire de quelle heure à quelle heure il est président du parti et de quelle heure à quelle heure il est chef de l'État. Donc il faudrait qu'il se détache pour laisser le RDPC. Mais ce n'est pas interdit, non? Je sais que ce n'est pas interdit. Oui, non, ça je n'irai pas jusque-là. Oui. Ce n'est pas interdit, mais c'est normal qu'il quitte la position d'un chef de clan pour devenir un chef d'État. Parce que très souvent, il agit toujours comme un chef d'État. Même quand il parle. Et je suis très content que Mayanga ait dit que le chef d'État a dit que préparez-vous à une éventuelle concurrence. Il faut bien mettre l'accent sur éventuel. Il n'a jamais dit que la concurrence deviendra réelle. Les gens attendent encore. Lui-même, il émettait des doutes alors. Oui, bien sûr, il a dit éventuel. Éventuel. Ça peut arriver. Comme ça peut ne pas arriver. Comme ça peut ne pas arriver. Et jusqu'à présent, ces militants attendent qu'ils disent qu'aujourd'hui, la concurrence a effectivement réelle. Et tout le monde s'y met. Donc ils n'y sont pas. On n'y est pas. Mais Yanga, c'est pas le cas. Et les choses sont devenues tellement dures que même le RDPC a tellement eu peur que le RDPC se dit que nous sommes partis pro du pouvoir. Mais si le RDPC est parti pro du pouvoir, qui est alors parti au pouvoir? Je voudrais dire qu'il faut qu'on sorte des pleurnichements habituels. Oh, pleurnichement. Du SDF. Nous parlons des lois. Lorsque nous parlons des lois, nous ne parlons pas de pleurnichement. Nous parlons de la méthodologie pour faire les lois. Nous parlons des méthodologies qui se passent ailleurs. Quand on parle de loi, le SDF ne vote pas les lois à l'Assemblée. Il n'a jamais voté une loi. Il boycotte toujours? Toujours, il sort. Donc, mais parce que vous nous savez, c'est pas pourquoi il parle. Oui. Même le code, oui, ce n'est pas nous. Nous ne créons pas les principes démocratiques. La démocratique, c'est la loi du nombre. Ah, merci. La loi de la majorité, j'allais dire la dictature de la majorité. Lorsque vous venez à l'élection, le respect de la minorité dans votre constitution. Vous le savez. Il y a le respect de la minorité dans votre constitution. Maintenant, lorsque la majorité à l'Assemblée vote,
Je dis que le SDF n'a jamais voté. C'est-à-dire que s'il y a eu une amélioration dans le système électoral aujourd'hui, c'est le parti majoritaire. Mais parce que vous refusez les amendements des les alliés à l'Assemblée nationale. Vous refusez tous les amendements des ces avancées. Donc le SDF n'a pas bon dos en revendiquant. Vous comprenez? Oui. Le SDF n'a pas bon dos en revendiquant. Le SDF est allé aux élections et je suis arrivé d'entendre ici que la concurrence n'est pas effective. Oh, mais qu'est-ce que nous faisons sur... Je crois que vous nous avez invité ici. Vous nous avez invité ici sur la base de nos divergences de vie et d'opinion. Donc la concurrence existe dans nos formations politiques, à l'intérieur des appareils, donc des institutions telles que l'Assemblée nationale et le Sénat qui fonctionnent. Malheureusement, ce n'est pas là qu'on vient apprendre les principes de dictature de la majorité à l'Assemblée. Mais est-ce que vous ne pensez pas tout de même que le président Biya, qui est à la tête du pays depuis 1982 et qui est régulièrement réélu, pourrait partager mieux pour que les critiques de ceux qui disent que le RDPC a tout pris, son parti a tout pris, s'estompe un tout petit peu, sinon Mayanga? Il prend comment? On va aux élections. On va aux élections. Il faut arrêter de pleurnicher, il faut travailler. Il faut travailler, il faut se donner des chances. Pourquoi est-ce que le même Frundi qui a à peu près 35% à l'élection 92, 35 en 92, avec je ne sais pas combien de députés regressent? Non, il faut travailler, il faut vous questionner. Parce que le problème avec le SDF, je regrette qu'on sorte de là, que ça devienne un antagonisme SDF, RDPC. Le problème avec le SDF, c'est que lorsque vous enlevez dans leur discours politique le mot RDPC Paul Biya, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a rien. Il n'y a pas de proposition qui tienne. La seule proposition, c'est des entourloupettes pour gagner des élections. Non, gagner les élections honnêtement, gagnez-les démocratiquement. Et tant que vous n'avez pas, vous savez très bien, il ne suffit pas d'aller crier. Lorsque vous avez 16 députés à l'Assemblée nationale, et qu'une autre formation politique en a 140, vous savez très bien qu'en introduisant un amendement à l'Assemblée nationale, il ne peut pas être... il ne peut pas passer selon la dictature de la majorité, selon les principes de vote, des consignes, la discipline des partis politiques. Vous le savez. Donc, ça ne sert à rien de faire une sorte de théâtralisation pour donner l'impression que vous êtes brimé au sein de l'Assemblée nationale ou au sein du Sénat. Oui, Jean Takouga. Oui, j'aime bien quand on me dit que la dictature de la majorité. Vous comprenez? Oui. Mais après, quand ça les arrange, on dit le respect des minorités. Quand ça les arrange, les gens passent leur concours. On ne dit pas que la dictature des gens qui ont passé. Non. C'est quand ça les arrange qu'ils sortent des choses de tous les côtés. Vous me comprenez? À l'Assemblée, on dit très bien que le mandat impératif est nul. Cela veut dire que lorsque vous entrez à l'Assemblée avec une proposition de loi, avec un amendement, ça n'appartient plus à votre parti. Ça n'appartient plus à votre circonscription électorale. La discipline du parti est en contradiction avec le mandat impératif. Donc il ne faut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Supprimer le mandat impératif et chacun vient à l'Assemblée en sachant que je ne suis pas député de la nation, je suis député de ma circonscription. Ce que j'apporte et la proposition de mon parti, ça ne sert pas à la nation. Comment il dit qu'on n'apporte pas des propositions? Un amendement, c'est quoi? Ce n'est pas une proposition. Nous avons déposé des propositions de loi à l'Assemblée depuis des années. La loi dit que lorsque une proposition de loi... Ça a été reçu, oui ou non? Est-ce que vous m'avez laissé parler? Non, je demande. Non, mais vous pouvez me laisser parler. Non, monsieur Mayanga, Jean Takouga a la parole. Est-ce que les propositions ont été à l'Assemblée, oui ou non? Attends, le modérateur, c'est vous. Est-ce qu'elles ont été examinées? C'est moi, Mayanga. Le modérateur, c'est qui? Monsieur Takouga, vous avez la parole. Le modérateur, c'est qui? Monsieur Takouga, vous avez la parole. Monsieur Takouga, vous avez la parole. Vous avez la parole. Moi, je respecte le modérateur. Vous avez la parole. Je respecte le modérateur. Pendant qu'il parle, est-ce que moi je parle? Vous avez la parole. Pendant qu'il parle, je ne lui pose pas de questions. Tout à fait. Vous avez la parole. Je suis enseignant. Je suis enseignant. C'est ce qui arrive à mes collègues. À chaque fois que des élèves posent des questions, que l'enseignant ne peut pas répondre, il gronde, il tempête. C'est pour ça que mon collègue, à chaque fois, il voit que ça ne marche pas, il voit que je le coince avec le mandat impératif. Quand il vient me parler de la discipline du parti, vous ne pouvez pas, vous qui criez tous les jours que le député et le député de la nation, venez me parler de la discipline du parti pour dire que si le SDF apporte une proposition, c'est la proposition du SDF. Et puis vous dites que vous ne faites pas des propositions. Comment on fait en apporte 500 amendements? Ça ne passe pas. Et vous dites qu'on ne fait pas des propositions. C'est quoi? L'amendement n'est pas une proposition. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et lorsque vous me dites que vous gagnez, depuis que le RDPC est là,
On n'a jamais eu 4 millions de votants. On est 20 millions, de Camerounais. Oui. Dernièrement, donc il y a une désaffection des Camerounais. Dernièrement, le président du Conseil de l'ECA est allé jusqu'à nous dire, après les élections de 2011, qu'après les élections, il est parti revoir les listes et en 2 semaines, il a trouvé qu'il y avait 500 000 doublons. Il a fait ça lui seul. Si nous étions ensemble, on aurait trouvé combien de doublons? 1 million. Mais on lui avait demandé de faire ça avant, il a refusé. Il attend, c'est après les élections qu'il le fait. Et lorsqu'on me dit qu'on gagne les élections, si tout le monde avait ces mêmes moyens-là, on gagnerait. En 2011, 2 semaines avant les élections, le président du RDPC sort, on ne sait d'où, 13 milliards qu'il distribue à toutes les institutions en charge de l'organisation des élections. Il dit que c'est pour compléter, mais il l'a fait en cachette et personne n'a su. Quand l'heure du Sahel a titré, il a montré qu'on a compris. Or, lorsque c'est vous, vous avez 13 milliards à la veille de chaque élection pour corrompre toutes les institutions en charge de l'organisation des élections, vous pouvez bien taper votre poitrine. Lorsque vous confondez les caisses de l'État avec les caisses de votre parti, parce qu'il y a une confusion entre le président de la République et le président du parti, on peut tout comprendre. Lorsque l'administration se confond avec un parti au pouvoir, où les gouverneurs sont obligés de cotiser ici, ou au moment où, par exemple, le 6 novembre, là, tu peux trouver personne au bureau. Dans l'administration. Dans les administrations. L'article 40 du statut général de la fonction publique parle du devoir de réserve. Il dit que personne ne doit afficher officiellement les emblèmes de ses opinions politiques, etc. Mais allez dans les bureaux. Les gens sont dans les bureaux avec les tenues du RDPC. Les usagers viennent avec les tenues du RDPC. Si vous venez mais ils considèrent que c'est des vêtements. Non, on dit que mais quand la loi interdit, tu ne dois pas être un fonctionnaire, on te trouve dans le bureau avec la tenue du parti. Tu es en train de violer la loi dont je te parle. Donc, ça veut dire que l'administration est une administration RDPC. Lorsqu'on vous donne le petit poste de chef de bureau, le lendemain, votre nom sort que vous devez aller représenter le RDPC à tel endroit. On ne vous demande même pas de quel parti vous êtes. On sait que si vous êtes nommé, vous êtes du RDPC. Comment est-ce que vous avez fait pour suivre ça? On a parlé de rigueur et moralisation. On a parlé de rigueur et moralisation. 33 ans après, où en sommes-nous avec rigueur et moralisation? Alors là, nous parlions de la démocratie. Alors, je disais que le président a dit à Yves Mourouzi qu'on garde de lui l'image de celui qui a apporté la démocratie. Bien. Maintenant, en ce qui concerne la prospérité sur le plan économique. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu dès 1982, le président Biya qui est arrivé, mais dès 85, on va dire, ou plus 87, une crise économique. Alors, là-dessus, ça n'a pas semblé marcher très fort pour le président Biya. Disons que c'est là le grand défi. C'est-à-dire qu'on est sorti à peine 85, une grave crise économique qui a frappé tous les pays du monde. Après, on a dû aller pendant plus donc, de 10 le ans, président Biya n'avait aucune responsabilité dans cette crise. Non, pas du tout. C'est une crise mondiale. On a dû aller à l'ajustement structurel où les institutions de Bretton Woods nous ont imposé. C'était des choses, soit dégraisser la fonction publique, soit réduire les salaires. Donc, on n'en est pas allé à la réduction, à la baisse des salaires des fonctionnaires de gaieté de cœur. Il a fallu se serrer la ceinture et tout le monde se serrer la ceinture. Donc, aujourd'hui qu'on a traversé tous ces écueils-là, la crise économique mondiale, malgré les incertitudes de l'économie mondiale aujourd'hui, il y a une reprise réelle de l'économie. Aujourd'hui, on peut maintenant véritablement mettre le turbo. Maintenant qu'on a fait véritablement des avancées sur le plan démocratique, les gens ne mangent pas de politique. Les gens ne mangent pas des élections. Et il faut bien que les gens améliorent leurs conditions de vie. Il faut que les Camerounais améliorent leur quotidien. C'est ce qui fait aujourd'hui la grande partie de l'action du président aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons la vision Cameroun émergent en 2035. Un Cameroun, disant, s'entend un Cameroun moderne. C'est pour ça que nous avons un document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui permet de moderniser le pays, donc créer des emplois, adresser la question du chômage, notamment le chômage des jeunes aujourd'hui, qui est mais il est quand même assez important. Oui, qui est important, pas seulement au Cameroun, mais sur le plan mondial. Il faut que les États
et les moyens et le courage d'adresser cette problématique-là. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Nous avons également aujourd'hui un plan d'urgence. Le président l'a dit, le plan d'urgence pour régler les questions qui ne peuvent pas attendre. Donc le plan d'urgence ne met pas entre parenthèses le budget d'investissement public, etc., etc. Le président n'a pas l'intention, en faisant le bilan, il ne peut pas le dire. Il n'a pas l'intention d'avoir résolu les problèmes de tous les Camerounais. Il n'a pas l'impression, il n'a pas l'intention de dire aux Camerounais, je vous ai apporté le paradis. Mais les paradigmes ont changé d'un État-providence lorsqu'il prend le pouvoir à un État aujourd'hui qui n'est plus un État vache à lait, un État facilitateur, un État qui permet de faire des choses. Mais vous dites que les bases aujourd'hui d'une relance sont là. Le cadrage, on l'a. Et aujourd'hui, ce qu'il manque, c'est l'action. Il faut passer à l'action. Et je pense qu'à partir du plan d'urgence, c'est pour ça que nous, au RDPC, nous avons placé, entre autres choses, le soutien du président à la lutte contre Boko Haram, mais également, il y a dans la thématique qui a présidé à l'organisation de la célébration cette année, cette affaire de tout mettre en œuvre pour réussir le plan d'urgence et de nous donner les moyens pour relever les défis futurs. Mais est-ce qu'on a cet argent-là, le plan d'urgence triennal? On a vu le rebond qui vient d'être lancé, c'est 750 milliards qu'il faut trouver à l'extérieur. Est-ce que le rythme d'endettement n'en souffre pas? Moi, j'ai suivi le ministre des Finances qui a donné toutes les garanties. L'État du Cameroun a une signature. L'État du Cameroun crédible. Est crédible. Oui. On est crédible. Il va y avoir de l'argent pour faire. C'est un plan d'urgence triennal. Mais je dis que ça ne met pas entre parenthèses les investissements de l'État dans le cadre du budget d'investissement public, qui sont des investissements qui sont réels et qui existent. Donc nous avons tout un cadrage qui est fait. Et lorsque vous interrogez donc ce qui est fait dans tous les secteurs, je vous dis, au-delà de la demande qui est réelle, il y a eu effectivement des résultats. Sur le plan de l'éducation, il est enseignant. Il sait qu'il y a eu des progrès en termes de création d'établissements scolaires. Sur le plan des universités, vous savez qu'il n'y avait que l'université de Yaoundé. Aujourd'hui, on en a 8 et près d'une soixantaine de grandes écoles, etc., etc. Il y a les mouvements, les changements mondiaux aujourd'hui nous imposent une réorganisation de notre système éducatif vers la professionnalisation des enseignements. Et c'est ce qui est en train d'être fait progressivement. Et c'est pour ça que nous disons au RDPC, on ne fait plus de la politique politicienne. Aujourd'hui, l'État ne peut plus tout faire. La question c'est, parce qu'il a beau jeu, il n'a rien géré, il n'a rien fait, il va dire tout est nul. C'est l'autre, l'affaire du RDPC, c'est l'affaire du président Paul Biya. Non, le président nous amène vers l'émergence. L'émergence n'est pas une affaire du président seul. L'émergence, c'est chez nous. Equinox qui est là, qui a mis en place tous ces équipements, participe dans son secteur à l'émergence du Cameroun. Et c'est une affaire qui commence dans vos familles, lorsque vous créez une cacaoyère, vous avez 2 tonnes de cacao, vous participez à cette émergence du Cameroun. Ce n'est pas une affaire du président seul, mais c'est une affaire de nous tous. Et c'est ça le renouveau. Mais tout de même, c'est ça le nouveau cap dans lequel le président nous a tout de même, M. Mayanga, le président dit par exemple, il disait lors du Conseil des ministres en 2013, il disait il faut réduire le train de vie de l'État. Mais on voit quand même que l'administration reste budgétivore, pour ainsi dire. Lorsque vous avez des fonctionnaires qui roulent dans des véhicules de 40 millions, alors qu'eux-mêmes ne justifient pas de salaire de 600 000 ou 700 000 francs le mois, est-ce que vous ne trouvez pas que là, il y a tout à fait une distorsion Je suis d'accord qu'il y a un problème de collaboration. Le président peut avoir des problèmes de collaboration, de collaborateurs, mais c'est des cas marginaux. Je suis d'accord que le président n'a pas manqué en se laissant de rappeler la nécessité de revoir la dépense de l'État, la qualité de la dépense. Même dans le dernier Conseil des ministres, le président est revenu sur la qualité de la dépense, sur les priorités. Mais vous allez toujours trouver des brebis galeuses, vous allez toujours trouver des gens qui pensent qu'entre construire une salle de classe et acheter une voiture de 40 millions... La priorité, c'est la voiture. Donc il y a toujours des dérapages, mais qui ne peuvent pas être érigés en règle. Mais la règle, c'est laquelle? C'est celle de tout mettre en œuvre pour apporter la prospérité aux Camerounais. L'amélioration des conditions de vie des Camerounais, ce n'est pas que du discours. Et le président l'a rappelé au ministre. Les Camerounais veulent voir leur pays transformé en un vaste chantier. Nous devons leur donner les résultats, nous le leur devons. Voilà le chef, il a monté là-bas. Alors, Jean Takougan, bilan économique de 33 années, je suis très content que M. Mayanga parle de la crise économique mondiale. Oui. Mais et qu'il précise très bien.
j'ai bien admiré son honnêteté, que ce n'était pas seulement au Cameroun, que c'était partout. Quand M. Paul Biya prend le pouvoir, il dit j'hérite d'un pays économiquement sain, bien géré, qui a la confiance de l'extérieur. Et je vous rappelle qu'en 1973, il y a eu la plus grande crise mondiale après celle de 1900. Choc pétrolier de 73. Après celle de 1929. Le Cameroun n'a même pas ressenti. Personne, en ce moment-là, je travaille déjà, n'a entendu parler du mot crise. Et lorsque vous prenez un pays économiquement sain, quelques temps après, vous me dites que c'est la crise. Il y a eu la même crise au Ghana, il y a eu la même crise au Botswana, il y a eu la même crise au Cap-Vert, il y a eu la même crise en Côte d'Ivoire. Un fonctionnaire ivoirien touche 2 fois plus que le fonctionnaire camerounais. Vous comprenez? Lorsqu'on arrive, on trouve le Fonader, ça disparaît. C'est lui qui a fait disparaître, on le nomme encore dans une grande entreprise. Il fait disparaître. On me dit qu'on est en temps de crise. Mais c'est pendant ce moment où on parle de crise qu'on a le plus volé, que l'argent du Cameroun a le plus disparu entre les poches des gars du RDPC, de M. Mayanga, qui veulent faire avancer. Oui, vous pouvez faire ça. Citez-moi les autres qui sont en prison là. C'est les gens du RDPC qui sont en prison. Alors, comment vous savez que les caissiers... Comment vous savez que les comptables qu'on arrête en cours pour des traitements de données, comment vous savez qu'ils sont du RDPC? Je vous ai suivi depuis, Takougan a la parole. Je vous ai suivi depuis. Oui. Mais pourquoi à chaque fois que j'ai la parole, vous tremblez? Vous avez la parole, monsieur Takougan. Mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Donc, tout l'héritage qui était là, le Fonader, l'ONCPB, tout ça là, ça a disparu. Ça a disparu comment? On me dit très bien qu'il y a toujours des brebis galeuses. Mais à vrai dire, c'est pas Biya qui gouverne ou c'est pas lui. Il n'a rien fait. Non, attendez, quand il dit qu'il faut diminuer le train de vie de l'État, M. Mayanga me dit que, mais il peut dire, les gens peuvent toujours faire. Mais alors, c'est lui qui les nomme ou c'est pas lui qui les nomme? Ils peuvent toujours faire et il va les laisser continuer. Il a le courage de dire qu'on peut dire que investissez là, mais il trouve que la priorité c'est acheter sa voiture. Et on le laisse, et on continue. Mais les Camerounais ont voté, entre guillemets, une seule personne. Et cette personne est partie trouver ces gens. Ces gens-là... Vous accusez le président Paul Biya de laxisme ou quoi? Vous dites je l'accuse de laxisme. Vous l'accusez de laxisme? Oui, parce qu'on ne peut pas me dire officiellement qu'il demande aux gens d'investir, ils achètent la voiture, il ne fait rien. Et vous me dites que... Quel est l'autre mot? À partir du moment où c'est lui qui le nomme, s'il ne marche pas comme il a dit, il enlève. Bon, s'il met la priorité sur la voiture, ça veut dire qu'il sait qu'il va accepter. Donc, au fond, il accepte. Parce que quand il nomme ses ministres, ben, c'est lui qui sait ce qu'il attend de ces ministres-là. Peut-être quand les ministres volent, c'est leur cahier de charge qu'on a donné. Parce qu'il les laisse. Quand on parle de voleurs, il dit que où sont les preuves? Non, mais tout de même, on ne peut pas donner pour cahier de charge aux gens de voler. C'est pas ça que je dis. C'est une caricature. Mais quand nous disons que quelqu'un a volé, on le nomme à un bureau plus élevé. Oui. Quand on parle de vol, quand Abba est encore directeur des impôts, on le nomme au ministère de l'économie et des finances. On parle de vol de chemin dosé quand il est encore à la CRTV. Mais on le nomme au ministère de la Communication. On peut citer plein d'exemples comme ça. La loi dit que lorsque tu es directeur d'une entreprise, tu ne peux pas faire plus de 3 mandats de 3 ans. Mais il y a des gens qui sont là depuis 30 ans. Voilà, il y a des gens qui sont là depuis 30 ans. Mais lorsque vous restez à la tête d'une entreprise comme la SNEC, je suis dans le passé, pendant 32 ans, vous accouchez vos enfants, vous êtes à la tête de la SNEC, ils vont à l'école, ils fréquentent, ils vont à l'université, ils ont le doctorat, ils viennent travailler là-dedans. Mais ils sont sûrs que c'est l'entreprise leur père. Et c'est plein comme ça. Et à un moment, lorsque vous avez trop duré à la tête d'une entreprise, vous ne pouvez plus rien faire. Même si vous avez la volonté de faire. Parce que tout le monde est devenu tes frères, tes amis, il y a le favoritisme, etc. Vous ne pouvez rien faire. Et les puis les pays qui avancent sont les vrais pays où le mandat présidentiel est court. Prenez les États-Unis. C'est 4 ans renouvelable une fois. Lorsque tu es élu, tu vas avoir un deuxième mandat. Tu n'as que 2 ans. Et après 2 ans, tu commences déjà à présenter ton bilan pour présenter le deuxième mandat. Or, vous avez quelqu'un, vous le mettez à la tête du parti en 82. C'est en 2004 qu'il dit que j'ai des grandes ambitions. Or, c'est les ambitions qui amènent quelqu'un au pouvoir. C'est les ambitions qui amènent quelqu'un à la tête d'un pays. Comment vous pouvez faire 22 ans à la tête d'un pays avant de dire que vous avez les ambitions? Vous faisiez donc quoi là? Qu'est-ce que vous avez amené là? C'est pour ça que quand on a demandé aux anglophones de traduire les grandes ambitions, ils ont été embarrassés. Ils ont dit greater achievement. Ils ont fait une fraude sémantique et grammaticale. Quand ils disent greater, c'est un comparatif. Ça se traduit de plus grandes réalisations. Alors que le président a parlé de grandes ambitions. Il n'y avait pas un comparatif dedans. Parce que les anglophones savaient que quand tu as fait 22 ans à la tête d'un pays, tu ne parles plus d'ambition, tu fais ton bilan. Vous comprenez?
Or, si les États-Unis sont la première puissance du monde, parce que chacun sait qu'il a 4 ans, au trop, 8 ans pour montrer ce qu'il sait faire. Vous ne pouvez pas avoir un pays où des gens font 33 ans et ils nous disent que laissez-nous le temps, nous avons transformé le Cameroun en chantier. Les Camerounais n'ont pas besoin de chantier, ils ont besoin de résultats. Ce n'est pas les chantiers qu'on met dans le panier de la ménagère. Et il me parle de budget, de quoi, le plan d'urgence. Oui, plan d'urgence. Mais vous prenez le plan d'urgence parce que ça ne peut pas attendre. C'est lui qui dit bien que ça ne peut pas attendre. Mais ça attend depuis 1 an. Et vous remettez le plan d'urgence à ceux qu'on accuse tous les jours de sous-consommation de budget. Hein? Mais il y a quand même ce budget 2016 qui est en progression. En progression, on ne donne pas un budget pour être en progression. Oui. On donne un budget pour être consommé. On ne peut pas avoir un pays qui manque de tout et vous avez un budget qui n'est pas consommé. Et on garde ces mêmes personnes aux mêmes endroits où on fait partie des gens. 5 ans après, on fait revenir les mêmes personnes comme si le logiciel du président était bloqué sur quelques noms. Alors, à l'intérieur du RDPC, il y a des brillants. Il y a de brillantes personnes qu'on peut prendre. Pourquoi c'est toujours les mêmes qu'on prend, ils vont, ils reviennent, ils vont, ils reviennent. Ils ont la science infuse. Oui, mais nous sommes sur le plan économique justement, mais il y a ces résultats, les grands projets. Exactement. Je ne peux pas sortir sans parler de l'éducation. Oui. Parce que je suis le ministre au Chadoka. Il a parlé de l'éducation. Je suis vraiment surpris. Il dit qu'il y a plein, il y avait. On ne faut pas confondre la quantité avec la qualité. Donc, en tant que ministre de l'Éducation nationale chez nous, si demain je suis ministre, je ne dirais pas que j'ai construit plus de classes que le RDPC. Je dirais quand je suis venu, le moment du RDPC, il y avait 200 élèves par classe. Maintenant, j'ai réduit à 60 élèves par classe. Ça donne le nombre de classes que tu as construites. Oui. Or, tu ne peux pas venir trouver qu'il y a 40 élèves par classe. Tu amènes les gens à 200 élèves par classe et tu dis que tu as beaucoup fait. Tu ne peux pas venir trouver des gens qui fréquentent gratuitement. Maintenant, au Cameroun, il y a la marchandisation de l'école. La loi fixe l'école primaire gratuite. Amenez vos 3 enfants à l'école primaire. Vous allez payer l'APE, qui est illégale, 10 000 francs 3 fois. Vous dites illégal? Oui, illégal, parce que l'APE est totalement illégal. Et l'État a subrepticement abandonné l'éducation aux parents et aux étrangers. Les Chinois construisent les salles de classe. Les Japonais? Les Japonais construisent les salles de classe. Et 17 construisent quelques. Et le reste, on a abandonné aux parents. Allez dans tous les établissements du pays. Quand on dit qu'on a créé un établissement dans mon village, je suis Bameka, je parle des Bameka suivent. Oui. Nous avons 3 lycées chez nous. C'est nous qui donnons le terrain. C'est vous qui construisez. C'est nous qui construisons. C'est nous qui meublons. C'est nous qui payons les vacataires pour enseigner. L'État nous nomme les directeurs qui viennent nous vendre les places. Voilà l'école. Voilà les grandes écoles. Donc, lorsque vous avez 200 élèves dans des classes à Yaoundé, à 200 élèves, on ne fait plus de l'éducation. Oui. On fait de la garderie. On fait de la garderie. On garde qui? On garde les enfants. Les enfants? Oui, pour qu'ils ne soient pas dérangés dans la rue. Il a parlé de réforme universitaire, il y a 8. La réforme universitaire avait pour seul but de tribaliser les revendications. Ah bon? Oui, parce que... Comment ça? Parce que quand il y a eu les grèves, en 1992, on a dit, bon, ce sont les gens de tel côté, les anglophones ont chanté l'hymne national du Nigeria. Oui. Bon, il faut qu'on envoie leur université là-bas. Ils partaient chez eux faire la grève. Il faut qu'on envoie les universités là-bas. C'est ça, parce que ça n'a rien changé. La qualité de l'éducation n'a pas changé. Vous comprenez? Je suis dedans, j'enseigne, j'ai enseigné. C'est le seul métier que j'ai appris. D'abord au Cameroun, l'enseignement n'est même pas un métier. On prend n'importe qui. Parce qu'un métier, ça s'apprend. Vous comprenez? Oui. Et l'éducation est comme la chirurgie. On n'apprend pas à opérer sur les êtres vivants. On ne doit pas apprendre à enseigner sur les enfants des autres. On enseigne d'abord ses propres enfants? Non, on vous forme de telle sorte que vous venez étant enseignant. Regardez l'école primaire. Si nous, on arrive au pouvoir aujourd'hui, je prends d'abord l'école primaire sur ma tête. Parce que c'est les fondations de la vie. C'est les fondations. Vous prenez les maîtres des parents, vous prenez les vacataires, vous prenez tous ces gens, vous les balancez, qui n'ont jamais rien appris nulle part, et qui n'ont pas de salaire, et vous attendez que ce soit ces gens-là qui vous forment la fondation des gens sur lesquels on compte pour aller à l'émergence. Non, le RDPC a abandonné. Mais il y a quand même... Il est passé au slogan. C'est les grandes ambitions, c'est les grandes réalisations, c'est l'émergence, c'est la verbalocratie. C'est le gouvernement par les mots, pas le verbe, mais le verbe qui ne se fait jamais cher. On bavarde beaucoup, mais on ne voit pas le résultat. Laissons le bavardage, mettons-nous les actions. Mais vous dites cela, mais il y a quand même cette
offre qui est quand même assez importante en termes de formation, que ce soit dans le domaine de la santé. On voit quand même beaucoup de structures. Justement, je suis content avec la santé. Oui, est-ce que cela n'offre pas? Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous êtes par exemple malade, Jean Takougan, au lieu de courir à l'hôpital central, ou je ne sais pas moi, à l'hôpital général, vous ne trouvez pas un petit coin rapidement, on vous soulage dans petit coin là-bas, c'est le président qui a conçu dans les hôpitaux privés. Est-ce que ce n'est pas le contexte qui a permis cela? Attendez, c'est donc quand est-ce que c'est pas aussi... Parce que, vous voyez, les hôpitaux ont tellement progressé qu'il y a un ministre qui est malade dans un hôpital du Cameroun et il demande qu'on l'amène à l'hôpital. Il demande d'être évacué. Quand ça veut dire qu'il est dans un hôpital, il demande à ce qu'on l'amène dans un hôpital. Donc les hôpitaux du Cameroun, c'est pour qui? C'est pour nous. Donc ils reconnaissent que les hôpitaux du Cameroun, c'est seulement pour les gens comme nous. C'est un mouroir. Quand eux, ils sont malades, ils ne peuvent pas mettre le plateau technique. Ils vont seulement vous dire qu'il y a 100 000 hôpitaux de référence au Cameroun. Mais aucun d'eux n'accepte de se faire soigner là-bas. C'est normal, ça? Mais le ministre de la Santé a dit à propos de ce ministre dont vous parlez, M. Essimi Meignet, pour ne pas le citer, qu'il pouvait être évacué à l'hôpital de Sang-Mélima ou à l'hôpital de Douala, non? Oui, il a dit. Mais le fait que ce ministre ait le courage d'être dans un hôpital et dire qu'il veut être dans un hôpital, et le ministre de la Santé le dit parce que lui-même n'est pas malade. Ça veut dire qu'il est malade aujourd'hui. Si le ministre de la Santé est malade aujourd'hui, il va dire la même chose. Ah bon? Oui, nous connaissons, on connaît le plateau technique. C'est l'autre jour quand on a changé le directeur du CHU qu'on a tout mis sur la table. Tout ce que nous disions, on n'acceptait pas. Or, quand on a enlevé le directeur qui était là, maintenant le linge sale est sorti. Même les gens qui n'en parlaient pas ont parlé. Voilà ce que vous dites. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Vous avez plein d'universités. Lorsqu'on classe les universités, le Cameroun ne figure nulle part parmi les 200 meilleures universités d'Afrique. Je vous dis que le Cameroun est le seul pays qui croit que pour enseigner à l'université, il faut seulement avoir le doctorat. Le doctorat ne veut pas dire qu'on sait enseigner. Le doctorat veut dire peut-être qu'on sait. Mais ça ne veut pas dire qu'on sait enseigner. On sait transmettre. Oui, l'enseignement est un métier. Et puis, vous ne pouvez pas être dans un pays où vous n'encouragez pas les plus méritants à devenir enseignants. C'est que vous tuez l'avenir. À transmettre leur savoir. Oui. C'est-à-dire que quel que soit le domaine. Après, quand vous l'enseignez, parce que lorsqu'on lance le concours de l'école normale, les gens disent que non, nous on part là-bas pour avoir le matricule. Et quand ils ont le matricule, ils partent ailleurs. Regardez le nombre d'enseignants qui quittent le ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi ils quittent pour aller dans les autres administrations? Parce que le vrai problème, c'est l'enseignement. Le vrai problème, ce n'est pas là. Parce que les enseignants qui sont là sont des malheureux. On ne les traite même pas comme des fonctionnaires. On ne paye pas leur congé. On ne paye pas leurs frais de relève. Quand ils vont en mission, on leur donne des forfaits. Pour corriger les copies, on demande aux parents de payer, alors que les parents ont déjà payé l'école. Et les frais de dossier d'ailleurs. Oui, les frais de dossier. Et vous vous rendez compte que dans tous les lycées de Yaoundé, vous ne pouvez pas inscrire un enfant à moins de 50 000. Alors que la loi dit que le premier cycle c'est 7 500, deuxième cycle c'est 10 500. Mais ça, ce sont les effets de la corruption. Est-ce que c'est Paul Biya qui dit... S'il vous plaît, c'est affiché devant les portes. Oui. Et le ministre vient y voir. Et nous en parlons tous les jours. Lorsqu'on demande l'APE 30 000, lorsqu'on paye l'APE dans les collèges privés, je dis le collège privé, nous on écrit au ministre, on écrit à la CONAR et tout. Comment quelqu'un peut dans un collège privé, il crée son propre collège, il demande aux parents de payer l'APE. Quand il paye l'APE là, il devient actionnaire dans son établissement, ou bien les autres vont construire son établissement et il se fait seulement l'argent. Et l'État se tait parce qu'il est complice, parce que c'est l'État qui est en charge de toute l'éducation. L'éducation, l'accès à l'éducation maintenant n'appartient qu'aux riches. Même à l'intérieur, les écoles qui sont à la présidence ne sont pas les écoles qui sont ici. Qui sont où? Qui sont ici dehors. À la présidence? Oui, il y a des écoles à la présidence, vous le savez bien, qui ne sont pas pour nous, qui sont pour eux. Mais là, elles sont meilleures alors, vous dites? Bien sûr qu'ils sont nécessairement meilleurs, sinon on aurait envoyé tous les enfants là dans les mêmes établissements. On n'aurait pas fait des écoles particulières quelque part. Et il y a des gens qui sont capables d'envoyer leurs enfants à l'école américaine, à Fusset de Coulanges, etc. Et pendant ce temps, on casse les enseignants, on fait la marchandisation de l'école, on met les gens 300 par classe pour faire la garderie, et c'est pour nous. Comme ça, le lendemain, leurs enfants vont venir les remplacer et on va faire des successions dynastiques, comme ça se voit partout ici en Afrique centrale. Alors Simon Mayanga, c'est un tableau assez noir que Jean Takougan dresse du système éducatif. C'est de bonne guerre, vous le savez. Vous savez mieux que moi qu'en termes de formation, on ne peut pas, sur la base du classement des universités camerounaises, insulter les universités camerounaises. Le classement qui a été fait a été un classement mondial et les universités qui figurent dans ce classement-là, c'est des universités sud-africaines qui sont d'ailleurs gérées par les Européens. Donc, lorsque l'Union européenne fait un classement des universités en Afrique, les universités camerounaises
sont mieux classés. Donc ça, je vous si le dis. Si l'université était première, en termes de formation, en termes d'offre de formation, je ne sais pas si nous avons la même lecture. Je suis mieux placé que toi pour en parler. Parce que lui dit, quand il sera au pouvoir, il va. Mais je suis enseignant d'abord. Mais ça dit que l'État, c'est qui? L'État, c'est pas le RDPC, c'est pas le président Biya seul, c'est nous tous. Lorsque vous êtes là, vous faites quoi? C'est ça le problème. Nous construisons les écoles à sa place. Je dis que l'éducation, c'est tout le monde. Ah bon? Il y a les parents, il y a les écoles, il y a l'État. L'État fait sa part. L'État fait sa part. Non, non, non. On voit bien les infrastructures étatiques sortir de terre. On voit très bien les écoles créées, des lycées créés, etc. Mais il y a un appui que l'État, puisque l'État ne peut plus rien faire, ne peut pas tout faire, ne peut pas tout faire seul, l'État-providence c'est terminé, tout le monde met la main à la pâte, c'est pour ça que il y a eu les associations de parents d'élèves pour créer des infrastructures ici ou là, et pour aider l'État à créer des écoles, à mettre en place des infrastructures. Ça ne veut pas dire que l'État a démissionné. Non, l'offre est importante, elle est grande. Lorsqu'il parle de 200 élèves par classe, oui, il a oublié de dire qu'en 73, on n'avait pas la même démographie qu'aujourd'hui. Il y a des effets, le même budget. Il y a les effets démographiques, il y a des effets de la mondialisation qui font qu'on est plus nombreux. On a des jeunes enfants qui commencent très tôt aujourd'hui, qui ont besoin, qui sollicitent. Les sollicitations sont nombreuses. Ça ne veut pas dire que l'État... Mais est-ce qu'on n'est pas en panne dans la diversification sur la question non, il a fallu justement nous réinterroger. Et c'est ce qui est en train d'être fait. C'est-à-dire que le système est en pleine mutation. Vous voyez les écoles qui sont créées, c'est des écoles de spécialisation. Aujourd'hui, dans des secteurs de chaudronnerie, je vois de la pétrochimie, il y a des gars qui font des mines, il y a à Yabassi des gens qui font dans la lieutique, etc. Donc, il y a la volonté d'émergence, la volonté de développement a fait qu'on a réinterrogé notre système d'éducation pour ne plus former que des fonctionnaires, pour ne plus former que des gens qui bons pour les NAM, etc. Donc aujourd'hui, on a besoin de mécaniciens, on a besoin d'électriciens, on a besoin de médecins. Et je ne pense pas que les médecins qui sont formés chez nous soient si mauvais. Je ne pense pas que nos ingénieurs qui sont formés dans nos universités soient si mauvais. Je ne pense pas que les professeurs qui sont les produits de l'université camerounaise aujourd'hui soient si mauvais. Mais Simon Mayanga, quand même, on parle de cette marchandisation, pour reprendre l'expression de Jean Takougan. Il y a effectivement que l'argent est plus mis en avant et on assiste à une sorte de corruption généralisée. Est-ce que ce n'est pas aussi le reproche qu'on fait aujourd'hui au président Biya 33 ans après? Il y a trop de corruption dans le pays, on ne fait plus rien pour rien. Tout ce qui était gratuit hier est devenu payant aujourd'hui. C'est quand même aussi un souci. Je suis d'accord, mais vous avez vu, il s'est gargarisé pour dire que c'est les gens du RDPC qui sont en prison. Lorsqu'il y a eu la corruption, le président a commencé par frapper dans les propres rangs du parti. Le président est allé jusqu'à frapper, j'allais même dire, jusque dans son village. J'allais même dire jusque dans son lit. Vous imaginez des gens quelqu'un qui soit capable de le faire? Non, c'est se montrer qu'il y a une détermination du président, mais le phénomène, il est là. C'est pour ça qu'il a dû créer tous les mécanismes, les institutions. Il y a... Mais pourquoi on n'applique pas sur le plan réglementaire, l'article 66 de la Constitution, Simon Yanga, tout de même. Il y a la CONAC, il y a la Chambre des comptes, il y a la NIF, mais il y a quand même ce fameux article 66 de la Constitution qui ferait quand même un grand pas, non? Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais l'article 66, il concerne combien de Camerounais? Le phénomène de corruption concerne combien de Camerounais? Il s'agit de nous tous. Nous parlons des plus il s'agit de nous tous. Mais en réalité, je voudrais dire que c'est un peu comme quelqu'un parlait de l'administration tout à l'heure. L'administration, c'est combien? Ils sont un peu maximum 200 000. Oui, 200 000 Camerounais. 200 000. Oui, on est 20 millions de Camerounais. Mais leur influence. On est 20 millions de Camerounais. Mais je pense que il faut tabler sur le nombre de Camerounais qui ont un besoin réel et de formation et d'éducation, un besoin réel de changement, un besoin réel de sentir les fruits de la croissance par rapport à 200 000 personnes à peine. Donc, bon, je voudrais dire que oui, le bilan peut être fait. On peut toujours faire mieux. Et c'est pour ça que l'État n'est pas resté les bras croisés.
après la crise économique, les dérapages qu'il y a eu en termes de corruption, en termes même de perte d'autorité de l'État. Vous savez qu'il y a eu à un moment donné, chacun en faisait à sa tête. Oui, il y a eu donc ça, on l'a vécu. Maintenant, il y a une reprise en main des fondamentaux. Il y a, lorsque vous regardez la création du ministère, d'un ministère comme celui de l'éducation civique, la jeunesse un ministère de la jeunesse et de l'éducation civique, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu à un moment donné un dérapage, on dit assez, on se remet ensemble et puis on regarde vers les nouveaux horizons, vers une nouvelle direction. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Donc ça ne sert à rien de rappeler les ratés, il y a toujours des ratés. Monsieur Takougan, vous n'êtes pas le plus beau. Même si vous étiez le plus beau, quelque part dans votre corps, vous avez un défaut. C'est sur le plan individuel. On ne se fait pas. Donc, on ne se fait pas. Il y a toujours un correctif à apporter dans ce que nous faisons. Nul n'est parfait. Le RDPC, j'avais dire, le renouveau n'a pas l'intention de vous avoir dit « je vous ai apporté la perfection, je vous ai apporté le paradis, j'ai fait ce que j'ai pu ». Maintenant, il faut savoir que les paradigmes ont changé et que c'est une affaire qui nous concerne, nous tous. On peut toujours corriger. Même après 1000 ans, on peut revenir faire le bilan, on se dit on aurait dû faire ceci, on aurait pu, on aurait pu. Mais je dis, il y a toujours de l'imperfection. On n'est pas... La perfection, c'est Dieu seul. Mais, oui, je dis encore un mot sur la corruption. Oui. Lorsque la corruption a commencé, le président de la République a dit que vous avez les preuves. C'est comme on dit que quelqu'un a le cancer. Au lieu de faire un test oncologique, de biopsie, on dit que non, vous avez les preuves. On attend maintenant que les métastases prennent tout son corps. Et maintenant, même l'amputation ne peut plus être une solution. Deuxièmement, la meilleure façon de ne rien faire, c'est de créer plusieurs structures ou de mettre plusieurs personnes pour faire la même chose sans donner la responsabilité à quelqu'un. Pour lutter contre la corruption, vous avez la NIF, vous avez tout ça là. Mais on ne leur permet pas de traduire quelqu'un devant le tribunal. Ce sont seulement des organes consultatifs. C'est le président seul qui choisit l'opportunité, n'est-ce pas, des poursuites. Je reviens dans mon éducation. Lorsqu'on fait la culture, la lutte contre la corruption, on ne prêche pas l'exemple. Je prends le ministère de l'Éducation, qui est pratiquement totalement en prison. Madame Abena est morte écrasée par la prison. Madame Ahmad Adama est entrée en prison pour avoir volé. Ministre de l'Éducation, quand elle en sort, le RDPC envoie des gens l'accueillir comme si elle revenait de la Coupe du Monde avec une médaille d'or pour le Cameroun. Et dès le lendemain, on l'envoie battre campagne. Comme pour montrer à la jeunesse qu'elle formait que voilà l'exemple qu'il faut faire. Juste après, il y a son collègue des enseignements secondaires qui vole. On l'amène en prison, il passe une nuit. Le lendemain, il sort, il reprend son ministère pendant 2 ans. On dit qu'il rembourse. Et on dit qu'il a remboursé 30 millions. Donc, vous volez dans un ministère. On vous remet dans le même ministère pour repuiser dans la même caisse pour remettre. Comment est-ce que vous pouvez mettre un ministre de l'Éducation qui a volé? On sait que c'est volé parce que s'il rembourse, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il a volé. Et il est encore là pour travailler. Et il va dans les établissements scolaires pour parler de rectitude morale, etc. Non, ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que les établissements scolaires sont devenus des établissements interlopes, à l'intérieur desquels on fait tout. On vend la tenue, on vend les cartes qui n'ont rien à faire. Il y a le cahier médical qu'on achète de la 6e jusqu'à la terminale. L'informatique, il n'y a pas de machine. Il y a l'informatique, il n'y a pas de machine. On demande 5 000 pour l'informatique. Oh, l'informatique est une matière. Si on demande 5 000 pour l'informatique, pourquoi ne pas demander 5 000 pour le français, pour les mathématiques? Pourquoi? C'est une affaire de corruption. Même dans des établissements où il n'y a même pas, les villages où il n'y a pas d'électricité, on demande de l'informatique. Là où il n'y a même pas un ordinateur, on demande l'informatique. Même là où il y a, même ici à Yaoundé, je connais des lycées à Yaoundé à 6 000, 7 000. Il y a les gens qui paient l'informatique de la 6e en terminale et qui ne sont jamais assis à côté d'un ordinateur. Non, c'est ça que j'appelle la marchandisation de l'école. On met ses priorités là où on veut. On ne va pas à l'émergence avec n'importe quoi. On va à l'émergence avec l'industrialisation, Monsieur Meyanga. Avec quelle industrialisation le Cameroun va à l'émergence? Est-ce que ça ne fait pas partie des slogans que vous avez pris depuis très longtemps, en ayant remarqué que pour le libéralisme communautaire, que vous avez écrit il y a 30 ans,
qui ne concernait pas des enfants qui ont 30 ans aujourd'hui. Vous ne l'avez jamais on vous a bien... Vous avez manqué quoi. On vous a bien compris. Vous êtes passé au slogan. Monsieur Jean Takouga, on vous a bien compris. Terminons cette émission par les perspectives. Voilà. Oui. Les perspectives, nous sommes 33 ans après l'arrivée de M. Paul Biya au pouvoir. Nous avons quelques échéances électorales, notamment la principale, la présidentielle de 2018. Lors de la visite de François Hollande au Cameroun en juillet dernier, le président Paul Biya, on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il entendait faire? Est-ce qu'il allait se représenter ou alors il s'est retiré? Il a dit qu'il remettait cela plus tard, puisque l'élection présidentielle étant lointaine, mais certaine, il dirait le moment venu ce qu'il y avait lieu de faire, ce qui a lieu de faire. Alors, Simon Mayanga, le président Biya a-t-il encore des ressources aujourd'hui pour continuer, ou alors au RDPC on est en train de préparer aussi d'autres alternatives au président de la République? Ben, la question n'est pas à l'ordre du jour. En tout cas, à ce que je sache, parce que le président de la République il est là. On ne parle pas de sa succession tant qu'il est Il vivant. gouverne. Il est debout. Il est debout, oui. Monsieur, il est debout. Il dirige le pays. Il veille au bon fonctionnement des institutions. Et on le sent, on le perçoit et reste à l'écoute du peuple. Le moment venu, la question se posera. Encore qu'au sein du RDPC, elle ne se pose pas. C'est-à-dire que les mécanismes sont prévus. S'il y a élection aujourd'hui ou demain, la question de la recherche du candidat du RDPC ne se pose pas. Mais le prochain... Elle est réglée par les textes de base du RDPC. Oui, c'est-à-dire le président national et le candidat naturel. Non, pas naturel. Non, ça n'existe pas. Le candidat du parti aux élections présidentielles. Oui. Quelles qu'elles soient, naturellement, et quel que fût leur nombre. Donc, notre question ne se pose pas. Le président est là. Il jouit d'une bonne santé, d'une santé parfaite, aussi longtemps qu'il voudra, et que le peuple acceptera de le lui confier, puisqu'il n'a jamais rien accepté. Il n'a jamais, rien arraché, il n'a jamais rien confisqué. Si longtemps qu'il acceptera d'être à la tête de l'État, le RDPC va l'accompagner. Le RDPC va l'accompagner. Je voudrais dire que je ne suis pas sûr. Nous au RDPC, nous pensons que le président, il est... C'est un, j'allais dire, c'est un aîné, c'est un père, c'est même un grand-père. C'est un patriarche. C'est un patriarche. Je ne suis pas sûr que chez Jean Takouga, on parle de patriarche comme ça. On s'adresse au patriarche dans ce genre de termes-là. Le patriarche, c'est signe de la sagesse, de respect. C'est pour ça de longévité. Oui, c'est pour ça qu'on dit que quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui se brûle. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Et c'est pour ça que nous, au RDPC, nous l'avons compris, on ne s'adresse pas au président en ces termes-là. C'est pour ça que nous accompagnons le président, c'est pour ça que nous soutenons le président. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte au RDPC que le président Paul Biya n'est pas un homme du passé. C'est un homme de l'avenir. Parce que nous sommes dans la perspective, dans la prospective. Là. Il n'est pas un homme du passé, il n'est pas un homme dépassé. Ah oui. C'est un homme de l'avenir. Ah bon. Parce que le programme l'émergence du Cameroun, horizon 2035, c'est l'avenir. C'est des jeunes Camerounais qu'il s'agit. C'est l'avenir du Cameroun, de l'avenir du Cameroun qu'il s'agit. L'émergence du Cameroun, l'émergence, c'est l'avenir. Le programme, la stratégie pour la croissance et l'emploi, c'est la modernisation du Cameroun, la construction du Cameroun moderne de l'avenir. Donc le président est un homme déjà projeté vers l'avenir. Et nous sommes très heureux, nous sommes fiers au RDPC d'accompagner cet homme-là, qui a un programme, qui a une vision, qui a des objectifs clairs, et qui nous invite à l'aider à la réalisation, à la concrétisation. Nous ne venons pas ici pour faire de la critique pour la critique. Il n'y a qu'à. On peut toujours faire mieux, et c'est facile. La tâche que vous avez donnée à Jean Takouga dans votre émission, c'est facile de démontrer que rien n'est fait et que tout est nul. Mais nous pensons pas de bilan à défendre. Oui, justement, c'est pour ça que je dis que vous avez bougé. C'est pour ça que je dis, nous, on est fiers d'être avec lui. Il joue encore aujourd'hui de toutes ses facultés, à la fois mentales, physiques, psychologiques et psychiques. Nous sommes fiers d'être avec lui et aussi longtemps qu'il le voudra, nous allons le soutenir. Parce que pour nous, c'est un patriarche, c'est un signe de sagesse, c'est un signe qui impose respect. Vous avez vu le respect que le président incarne, inspire en Afrique et dans le monde. Et il n'y a que nous. C'est vrai qu'on n'est jamais
prophète chez soi. Oui. Mais je dis que... Mais vous êtes satisfait. Il a la majorité des Camerounais derrière lui après chaque élection. Le président est respecté. Et ce n'est pas par pitié. Voilà. Ce n'est pas par pitié qu'il a la majorité des Camerounais avec lui. Ce n'est même pas par le vol, par la tricherie, j'allais dire des élections truquées. Voilà. Non. Les élections sont transparentes. Mais vous comprenez que les Camerounais... Et nous comprenons que les Camerounais demandent plus, demandent mieux. Et c'est pour ça que nous, on soutient, par exemple, au niveau du RDPC, nous soutenons un gouvernement qui doit être un gouvernement d'action. Le président l'a dit, un gouvernement de mission. Vous comprenez aussi que certains Camerounais disent que le président Biya peut partir, qu'il peut passer la main. C'est normal, nous savons, personne n'est éternel. Nous le savons également. Nul n'est éternel. Chacun a un temps. Mais dit, il faut avoir le respect pour les aînés, pour les patriarches. Il faut les accompagner. Voilà. Oui, alors, M. Jean Takougan, le président Biya, il part ou il reste, pour vous, il peut continuer. Me conforte dans le fait que nous sommes dans une monarchie. Ah, une monarchie. Oui, dans une démocratie, on ne parle pas de patriarche dans un débat démocratique. Et je précise très bien que je ne parle pas à M. Biya. Je parle au président du RDPC. Le président de la République et au président du RDPC. C'est ça que je dis. Et puis, en 33 ans, M. Paul Biya a fait 35 gouvernements. Vous avez un entraîneur qui est à la tête d'une équipe et qui, en 33 ans, vous présente 35 équipes. Donc, une équipe est demi chaque année. Et une telle équipe ne peut jamais avoir de fonds de jeu. Tout à fait. On n'a pas le temps de construire. Oui. Et lorsque vous avez une équipe qui, en 33 ans, ne vous donne pas de fonds de jeu, qui ne vous donne pas de victoire, qu'est-ce qu'on fait de l'entraîneur? On le dit. C'est ce qu'on vient de faire à Folkefinke. La nomination des ministres est un acte de création. Mais le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Chaque Dieu ne crée qu'à son image et à sa ressemblance. Le Dieu qui crée les ministres de maintenant, si les ministres sont ce qu'ils sont, ça veut dire qu'ils sont à l'image de leur créateur. Et un manager doit être sur le terrain. Il doit surveiller. Or, vous ne pouvez pas être un manager, prendre un maçon et lui demander de vous apporter le plan de la maison. C'est ce que j'ai entendu dernièrement. On nomme les ministres, on leur demande les feuilles de route. Alors que la Constitution dit que le président de la République définit la politique de la nation qui est exécutée par les ministres. Donc, à force d'échouer, il a fini maintenant par demander aux ministres d'apporter leurs feuilles de route. Les ministres n'ont rien apporté et nous sommes dans cet imbroglio. S'il vous plaît, après 33 ans, lorsqu'une équipe ne gagne pas, on change l'entraîneur, on change les joueurs et on refonde le pays. C'est la décence. On va parler, attendez, on va parler de la stabilité. Mais la stabilité n'est pas l'immobilisme. Si la stabilité était la stabilité d'un président à la tête d'un pays, les États-Unis seraient le pays le plus instable au monde. Or, si c'est le pays le plus instable au monde et c'est la première puissance, c'est que l'instabilité est une très bonne chose. Vous allez dire qu'on nous rétorquera? Je disais qu'on vous rétorquera que le président Paul Biya, il est quand même là, comme disait M. Simon Mayanga, ce n'est pas par la force. Il y a quand même là. J'ai bien compris. J'ai dit depuis que Compaoré a gagné 35%. Je vous ai parlé de Ben Ali, je vous ai parlé de Moubarak, je vous ai parlé de tous ces gens-là qui gagnent par 90%, mais qui traversent leur capital dans les chars d'assaut, avec les soldats dans les arbres et sur les toitures. Ça doit être que c'est des gens qui ont peur du même peuple qui les a élus. Et c'est le même peuple qui, 2 semaines après, remet les mêmes présidents dans la rue. Il faut bien se poser la question si c'est vraiment le peuple ou c'est l'instrumentalisation du peuple. Mais on vous dit aussi que Biya va partir, mais on ne voit pas qui va le remplacer. C'est aussi un argument qui avance. Non, mais même quand Aïdjo partait, les gens avaient beaucoup peur. On se demandait qui allait le remplacer. Même, on est là. Les cimetières sont remplis des gens qui se croyaient indispensables. Et le monde continue, le monde avance. Parce qu'il y a des gens qui occupent la place des autres, empêchent les gens d'exprimer leur génie, et ils croient qu'ils étaient indispensables. Et c'est pour ça qu'on parle du temps du président. Parce que c'est le Dieu Tout-Puissant. Et il dit que tout se passe par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est même pour ça qu'en 33 ans, il fait 35 gouvernements pour montrer que je suis l'alpha et l'oméga. Tout passe par moi. Vous ne pouvez rien être si vous ne passez pas par moi. Mais ce n'est pas ça qui se passe en démocratie. On ne parle pas de patriarche en démocratie quand on fait un débat. C'est un débat d'idées, ce ne sont pas des insultes. Je suis sûr que depuis que je suis ici, mon éducation m'empêche de dire un mot
malveillant, je ne sais pas ce que je dis, d'insulter, mettons comme ça, M. Paul Biya. Donc pour vous, on ne parle pas de patriarche, il s'agit plutôt, il faut en parler. C'est un débat démocratique. Il faut en parler dans la sphère traditionnelle. Je parle du président de la République. Lorsque on est devant tout. Lorsque je vois le patriarche au village, je parle au patriarche. Lorsque je parle au président de la République, je parle selon les canons de la démocratie. De la République. Oui, de la République. Ah oui. On est devant tout. Alors, donc vous avez compris que pendant tout le débat, on n'a jamais eu une seule proposition du SIF. On n'a jamais eu Nous ne pouvons pas faire de propositions. Ils attendent de faire des propositions quand ils seront non, mais c'est qu'on fait. Je vous ai dit, on est en République et la construction du pays nous concerne. Je répète, depuis que nous faisons les propositions, on n'a jamais défendu à un parti politique de construire une école, de construire un dispensaire. On n'a jamais défendu à la société civile de construire un dispensaire. Mais il faut mais la société civile. Il ne faut pas attendre le jour où on viendra. Mais s'il vous plaît, le RDPC ne va pas récolter les impôts des gens pour manger et demander pour apporter un programme politique. Oui, mais vous avez donc compris que c'est vous qui levez les impôts. Vous avez compris que c'est vous qui levez les impôts. Si vous enlevez du discours politique du SDF, Paul Biya, les thèmes Paul Biya, mais c'est lui qui est là. Il n'y a plus rien. Mais c'est lui qui est là. Il n'y a aucune proposition concrète. Le président Paul Biya aujourd'hui est le seul. Et c'est pour ça que les Camerounais lui font confiance. C'est pour ça qu'il est là depuis 33 ans. Grâce à la confiance. Il est le seul qui explique confiance. Personne n'a plus confiance en vous. Vous bavardez, vous faites la parlotte. Vous proposez quoi de concret? Il est le seul qui a une vision à long terme. C'est laquelle? L'émergence du Cameroun. Il est le seul qui a un plan d'action. Le DSE. Ce n'est pas le document du RDPC. Une stratégie depuis le président. Je parle du président. C'est un document technocratique. Je parle du président. Ah, maintenant c'est technocratique. J'adore. Il a un organe, une stratégie. Il sait ce qu'il faut faire pour aller à la modernité du Cameroun. Il a aujourd'hui, je rappelle, toutes les choses qui sont urgentes et pressées, un plan d'urgence. Voilà qui est clair. Un plan d'urgence qui n'est pas urgent. Ils ont quoi? Il vous a proposé quoi de concret? Il n'y a rien du tout. Mais donc, c'est pour ça que les Camerounais, après avoir essayé même l'opposition dans des mairies, on les a vus à l'œuvre, on les a vus à Douala, etc. Ils ont gagné quelques mairies. On a vu ce que c'est devenu. On les a vus à l'exercice. On a vu comment ils ont géré les fonds du fonctionnement du parti. On a vu qu'ils ont pris l'argent de campagne électorale qui a été donné pour le parti. On a vu comment ils ont acheté des voitures. Ça veut dire que si vous commencez pour si peu de choses à confondre les caisses du parti aux caisses du président national, c'est que le RDPC fait. Vous ne pouvez rien apporter. On vous a compris. Alors, oui, j'entends. On a parlé de mairie. La Constitution dit en son article 55 que les collectivités territoriales décentralisées ont une autonomie administrative et s'administrent par des exécutifs. Vous parlez de quelle constitution? Laissez-moi d'abord parler. Vous n'avez pas voté cette constitution? Mais laissez-moi parler de la constitution. Laissez-moi parler de la constitution. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu trembles? Maintenant, les mairies ne sont pas administrées par des administratifs élus. Vous avez gagné une mairie, vous êtes dedans. Le secrétaire général, c'est lui qui fait le budget. S'il vous plaît, monsieur, vous avez le receveur municipal. Qui est nommé par... Qui est nommé. Ça, c'est pour justifier les chefs de vos Attendez. Vous avez le préfet qui, lorsque vous voulez passer quelque chose, même si c'est 50 000, il ne signe pas. Mais pourquoi vous ne laissez pas les gens avec toute la latitude, comme la loi, l'article 55 sur la décentralisation dit, pour que chacun gère et assume les responsabilités. Le président de la République a déjà bloqué la décentralisation. Parce qu'en fixant les salaires aux délégués du gouvernement qui doivent partir, il a déjà bloqué la décentralisation. On est à Yaoundé. Il y a 7 arrondissements. Il y a 7 communes. Chaque commune a son territoire. Ou le territoire du délégué du gouvernement. Or, c'est lui qui gère tout. Personne ne connaît le nom d'un maire. On ne connaît que lui. Et après, on va aller prendre un maire, qu'il soit du RDPC ou du SFD qui gère mal. Mais c'est le délégué du gouvernement qui gère. Alors, merci. Donc, on n'a jamais rien géré. Merci. C'est le RDPC qui gère tout. Même les mairies que nous avons gagnées. Merci, Simon Mayanga, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu. Et je voudrais rappeler que le préfet n'est pas du RDPC. Le préfet du RDPC, monsieur. Et il y a que... Regardez les marches. Regardez les marches du RDPC.
52 préfets au Cameroun, 10 gouverneurs. Si tous étaient du RDPC, on est des millions au RDPC. Merci Jean Takougan d'avoir accepté de participer à ces débats. Voilà. Madame, Monsieur, merci aussi de nous avoir suivis à la maison pour cette énième édition de Géopolis qui parlait du bilan des 33 ans du président de la République au Cameroun, Monsieur Paul Biya, et des perspectives. Alors, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera également 20h30 pour une autre émission. Restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision.